Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans notre émission Made in France, l'émission qui réveille les couleurs. Alors ce soir, j'ai la chance d'accueillir un personnage haut en couleurs, aux couleurs de la France. Quelqu'un qui est dans le milieu artistique, c'est un musicien, il est dans un groupe, mais je pense qu'il va nous en parler. Il est d'origine marocaine, c'est donc un franco-marocain. Donc ce soir, nous accueillons Khalid Bazi. Salut à tous. Voilà, donc Khalid Bazi, vous allez nous parler un peu de votre parcours. Qui est Khalid Bazi Qui est Khalid Bazi? Moi je suis effectivement, comme tu viens de le dire, je suis né en France, voilà, à Dunkerque, dans le Nord, à Grande-Synthe. Donc une ville qui commence à être connue par rapport à pas mal de choses liées T'es aux un migrants. gars du Nord, quoi. Donc je suis un ch'ti, voilà, je suis un ch'ti du Nord de la France, mais aussi du Nord du Maghreb. Voilà. Comme ça, je suis vraiment un nordiste, voilà, dans tous les sens du terme, et je suis parisien depuis 15 ans. Voilà, donc voilà, effectivement, je suis musicien, auteur-compositeur, scénariste et puis acteur aussi. Voilà. Alors comment s'appelle le groupe dans lequel tu joues Le groupe s'appelle Black Foxy, c'est un groupe de soul funk, c'est une espèce de Kool and the Gang, Earth and Fire à la française en fait. Donc avec 13 musiciens, 5 chanteurs, l'idée c'est voilà. D'où est venue cette passion pour la funk? Je crois que tu as fait aussi des recherches, tu as travaillé sur toutes ces boîtes, ces discothèques, on les appelle comme on veut, ou que fréquentaient un peu, entre guillemets, les jeunes des quartiers populaires. En fait, c'est une question de génération. Moi, je fais partie de ces petits frères dans les années 80 qui regardaient les grands frères en train de entre guillemets, dealer des disques et des vinyles sous le manteau. Donc, tout ce qui était soul, funk à l'ancienne, c'était, voilà, pour moi, ça fait partie vraiment de ma génération. Mais voilà, en tant que musicien, j'ai fait plein de styles de musique. J'ai fait du rail, du jazz, du reggae. Et la soul funk, voilà, je sais pas, c'était un truc qui était vraiment en moi. J'ai fait un stage de gospel aux États-Unis, à Orlando, pour vraiment rentrer dans la source, si tu veux, de cette musique. Et en revenant en France, je me suis rendu compte qu'en fait, voilà, il y avait quelque chose à faire. Mais tu as gardé la coupe, hein. À l'époque, il y avait les pantalons jusqu'ici, je crois, hein, jusqu'au nombril, les talons, les chaussures, les pattes d'éléphant. Hein, Exactement. Aujourd'hui, on se promènerait comme ça, on serait un peu ridicule. Non, c'est chaud là. Ouais, c'est chaud. Moi, j'ai gardé les cheveux. Ouais. Voilà, mais pas le style. Non, là, je vais rester. Là, t'es en mode. On va se calmer. T'as pas voulu rajouter. Sur scène, il y a des trucs. Voilà, sur scène, moi, mes chanteurs, Pipo, Kader, lui s'habille. Normal, voilà. dans le Voilà, style, c'est, quoi. c'est des chanteurs, voilà. Mais sinon, non, sinon dans la vraie vie, non. J'ai des enfants. Et des parents aussi. Il y a une chanson d'Ayab justement qui parle de ça. Je danse le Mia. C'est un peu. Chaîne en or, bah oui, ouais, c'est c'était ça. un peu ça. C'était tout cet univers. C'était le style de l'époque, le Mia. Complètement. Je danse le Mia, mais c'était le style funk et tout ça de l'époque. C'est exactement ça. D'ailleurs, ils l'ont super bien retranscrit dans leur clip, qui est superbe. Où il y a tous les codes en fait. Voilà. C'est vrai, pour la génération qui nous regarde et qui n'a pas connu ça, je danse le Mia, c'est un résumé. Voilà, c'est un bon résumé. C'est raccourci, mais un bon résumé. Ouais, mais bon, il y a tout. Voilà, t'as vraiment la bonne base derrière, bien samplée. T'as l'histoire, la narration, c'est exactement ça. Enfin, voilà, c'est quelque chose de commun à toutes les cités en fait. Comment un jeune de Grande-Synthe, d'origine marocaine, certainement bercé par les musiques du pays d'origine, s'intéresse dans une génération qui était dans cette musique, se passionne pour la funk? Parce que je ne connais pas Grande-Synthe, Dunkerque déjà, vous voyez, mais alors Grande-Synthe, c'est encore plus... Il y a encore moins de choses à faire, quoi. C'est connu maintenant, on a un super maire là-bas, Damien Carême, qui a fait le camp de migrants quand même. Oui, non, mais je sais que c'est des gens mobilisés, c'est des gens... Alors ça, on ne peut pas leur enlever ça, les politiques de Grande-Synthe, ce sont des gens qui sont engagés. Et d'ailleurs, je vais te dire un truc, à Grande-Synthe, on a eu... C'est une des premières villes en France dans les années 80, au milieu des années 80. C'est beaucoup de cités, Grande-Synthe, faut le dire aux gens. C'était des cités, mais cités. Une des premières villes en France à avoir créé des locaux de répétition 24 heures sur 24 pour des musiciens. Et ça change tout. C'est ça qui t'a donné le goût. Et c'est exactement ça. Moi, les premiers batteurs que j'ai vus, d'ailleurs, ça venait de là. Tu vois. Ça venait de là. Et le message que tu as envie de faire passer alors à toutes ces villes qui créent pas de studio, qui mettent pas de lieu, parce que on parle d'éducation populaire, mais la musique, c'est le parent pauvre. Pour la musique, pour les villes, c'est le conservatoire. Point. Est-ce que c'est normal? Pour beaucoup de villes, ouais, c'est clair. T'as raison. Là, c'est un point essentiel. Et là, c'est un sujet vraiment pour le coup qui est un petit peu moins fun, moins funk pour le coup. Mais c'est clair que il y a beaucoup de poches en réalité de pauvreté. Moi, je veux plus parler maintenant de
ni de quartier populaire. Je veux plus parler de jeunes défavorisés. Ça veut rien dire pour moi. Maintenant, on va parler de quartier de choses, quoi. Je veux dire, c'est des quartiers pauvres. Et dans ces quartiers pauvres, à un moment donné, il faut qu'il y ait un accès à la culture. Si il n'y a pas un travail de réflexion sur un accès à la culture chez des mômes qui, à un moment donné, sont là en train de se tourner les pouces, c'est clair et net qu'à un moment donné, ils sont en proie à plein d'autres choses. Donc, la musique, le cinéma, le théâtre, c'est vraiment des vecteurs super importants. C'est incroyable parce que ce que tu dis, je pense que beaucoup de villes n'ont pas intégré que d'abord, c'est un facteur important d'émancipation. Parce que c'est la culture qui émancipe, et c'est important. Et puis ça permet aussi à des enfants de faire d'autres choses, et donc peut-être de les sortir de l'échec scolaire dans lequel ils sont, parce que ça fait appel à beaucoup de choses, la musique et la culture. De toute façon, tu as des scientifiques aujourd'hui qui t'expliquent qu'un musicien a des réflexes 3 fois plus élevés que la moyenne. Ça, c'est une réalité. Ça fait travailler la mémoire, ça te structure aussi. Quand tu es valorisé... Quand tu travailles mal à l'école, ce qui était mon cas, mais que tu es valorisé sur l'aspect musical, ça te redonne une confiance, et cette confiance te permet de reprendre la main sur la scolarité. Et ça, il y a beaucoup de gens ou de parents, malheureusement, encore qui ne comprennent pas. Et le pire encore, il y a certains élus locaux qui ne pigent pas, qui ne comprennent pas que ça, c'est important. Et puis, c'est une vraie économie. Après, c'est des choix. C'est une vraie économie. Bien sûr. Les gens qui travaillent, ça fait vivre beaucoup de gens. C'est une économie aussi. Bien sûr. Donc c'est un message que tu voudrais faire passer dans ton histoire, ton parcours, qui te dit, effectivement, tu penses que si on mettait en place plus de structures pour répéter, pour aller vers la musique moins contraignante que les conservatoires, ça pourrait aider En fait, si tu veux, en France, c'est un phénomène très récent. Ça fait 15 ans que la musique actuelle est à peu près reconnue. Enfin, 15 ans, j'exagère. Ça fait plus de 15 ans, en fait. Depuis les années 90, il y a une vraie réflexion sur les musiques actuelles. Mais les musiques actuelles, qu'est-ce qu'on entend par la musique actuelle? C'est tout ce qui est soul, funk, disco, reggae, rail, world, etc. Les musiques classiques, effectivement, la France a une grande culture de musique classique. Et ça aussi, c'est une richesse. Il ne faut pas non plus le mépriser. Mais en revanche, je crois, faut pas opposer. Mais par contre, voilà, c'est vrai que c'est important d'avoir 2 pieds pour marcher. Parce que quand on est unijambiste, c'est compliqué. Et la deuxième chose, c'est que une partition, c'est important à savoir lire, mais il faut aussi savoir se libérer de sa partition. Donc la jam, le côté je travaille à l'oreille, je récupère un riff sur un CD, j'écoute et j'essaie de reproduire, le mimétisme, tout ça, c'est des choses qui sont super importantes en fait, tu vois, parce que ça permet réellement Tu sais que ça lutte aussi contre Alzheimer, la musique. Oui, il paraît. Et tu sais ce que tu dis, Ray, c'est intéressant, parce que j'ai l'impression, quand on parle de culture, de revivre le même débat qu'on avait sur le sport d'élite ou sport de masse, alors que les deux ne sont pas en opposition. Les deux vont de pair. Et donc, effectivement, on a besoin... De vivier. Souvent, les gens qui sont autodidactes, comme on dit en musique, vont vers les conservatoires pour justement apprendre les etc. Parce que c'est comme ça qu'ils ouvrent. Il faut leur ouvrir des espoirs, des horizons. Ça ouvre des horizons, la musique. Ça vous a ouvert beaucoup d'horizons à vous? Moi, honnêtement, franchement, la musique a toujours été comme un compagnon de route qui m'a toujours accompagné, même quand j'avais des métiers, j'étais travailleur social par exemple, j'avais toujours comme soupape, si tu veux, ma batterie, la musique, mon studio de musique, mes potes, mes amis, parce que c'est aussi le partage et l'échange, c'est aussi la valorisation, c'est aussi une façon d'exister, c'est aussi une façon de s'exprimer, et c'est aussi une façon, à un moment donné, d'avoir peut-être une vision à offrir. Ça veut dire, quand tu es un artiste, quand tu es un musicien, tu as un autre mode d'expression que le verbal, en fait. Et ça, c'est important. Ça veut dire qu'on ne s'exprime que verbalement. Et le grand souci aujourd'hui, c'est qu'on pense qu'il n'y a qu'un seul moyen de communiquer, c'est la langue. C'est important. Je veux dire, la langue, c'est super important. Mais moi, j'ai eu la chance de voyager dans le monde entier. À chaque fois que j'ai eu l'occasion de jammer ou de buffer avec des musiciens à Cuba, à Madagascar, au Maroc, en Algérie ou ailleurs, j'ai pas eu besoin de parler. Tu joues, et ça se passe bien, quoi. Et justement, je vais y venir parce que, comment vous avez vu cette idée des 1000 batteurs pour la paix, vous savez, moi, j'étais, quand j'ai vu les tambours du Bronx aussi, parce que on a toujours aussi cette image, ce que vous êtes en train de dire, c'est fort, ça secoue. C'était la première fois où je voyais autre chose que la batterie classique. Et je les voyais dans d'autres choses, avec effectivement un rythme, etc. On voit bien qu'on peut aussi, mais c'est aussi inspiré des instruments africains, non? Est-ce que c'est justement, est-ce que c'est pas la musique qui rapproche justement les peuples? Parce que quand on voit, notamment vous qui êtes batteur, quand on est batteur, on va se ressourcer dans les pays africains. Vous avez parlé des Caraïbes, vous avez parlé, je crois que c'est ces sonorités, c'est quoi qui... Alors, là, beaucoup de choses. En réalité, la percussion, c'est le premier instrument que l'homme a créé. Ça, c'est le premier point. Donc, en réalité, c'est quelque chose qui est commun à toutes les cultures. Donc, du fin fond de la Chine au fin fond de l'Amérique latine, du fin fond de l'Afrique, même en Europe, tu as des super poches en fait, de percussionnistes. Tu prends les Irlandais, tu les vois jouer du bodhrán, c'est incroyable. Ça ressemble au bendir du Maghreb, tu vois. Donc, en réalité, déjà, les percussions, c'est quelque chose d'universel.
Et c'est le premier instrument, en fait, que l'humanité a créé. Donc déjà, il y a c'est quelque chose d'organique dans la percussion que tu n'as pas forcément dans tous les autres instruments. Ça, c'est le premier point. Le second point, c'est un instrument aussi qui est instinctif. Et le côté instinctif dans la musique, c'est essentiel. Ça veut dire que c'est important, à un moment donné, d'institutionnaliser, entre guillemets, la musique. Ça veut dire que c'est important de mettre des partitions, de comprendre la science de la musique, la musicologie. C'est très important, mais ça vaut rien pour moi si on oublie l'instinct. Et la percussion, elle te ramène toujours à l'instinct. Parce qu'à un moment donné, tu peux être médaillé d'or au conservatoire, quand tu es derrière ta batterie. Quand tu as envie de te défouler, tu tapes. Ouais, donc 1000 batteurs pour la paix. Et vous êtes venu avec votre baguette, hein. D'ailleurs on voit, et qui a alors c'est quoi 1000 batteurs pour la paix? Parle-nous de ce projet. Alors 1000 batteurs pour la paix, c'est une histoire très particulière. En fait, il y a eu les attentats donc, en 2015 au Bataclan, et il y a eu toute une série de discussions, comme on peut avoir sur Facebook, et moi j'ai eu un petit embrouille, si tu veux, sur Facebook avec une personne qui me connaissait, que je connaissais très bien, qui était venu à la maison, qui voyait mon mode de vie, etc. Et qui pourtant, malgré tout, m'a demandé des excuses, en fait. M'a demandé que je puisse, comment dirais-je, en faire plus pour montrer que je compatissais avec le peuple français, avec les morts du Bataclan, etc. Parce que je suis d'obédience et d'origine musulmane. Et ce qui m'a effrayé, c'est que c'est quelqu'un qui travaille dans la culture, c'est quelqu'un d'extrêmement intelligent, de très brillant. Et c'est en plus quelqu'un de profondément humain. Parce que je l'ai côtoyé pendant des années. Comme quoi la stigmatisation est passée. Et ce truc-là, moi, ça a été un vrai choc. J'ai vraiment été choqué par le fait qu'on puisse, à moi, né en France, avec, je crois que j'ai plus de distinctions républicaines que la moyenne. J'ai vraiment mouillé ma chemise, moi, dans les quartiers populaires en tant que travailleur social. J'ai eu vraiment des distinctions. Tu me parles de Grande-Sainte, le maire m'avait donné même un trophée, tu vois, par rapport à toutes les actions associatives, etc., que j'ai pu mener, pour la citoyenneté, pour l'ouverture d'esprit, pour l'universalisme. J'ai jamais... j'ai été objecteur de conscience. J'ai toujours refusé de prendre une arme. Mais si tu veux, le truc, c'est que quand elle m'a demandé de m'excuser, là, je me suis dit, là, il y a un souci. On a un souci, ça veut dire qu'on a franchi un cap dans notre pays. Et c'est important, à un moment donné, nous, artistes, d'agir. Alors après, moi j'ai une double spécificité parce que j'ai pas choisi d'être né en France et j'ai pas choisi d'être d'origine maghrébine, si tu veux. Mais par contre, je peux avoir le choix de donner une vision et d'offrir une vision en tant qu'artiste. Donc 1000 batteurs pour la paix, c'est un spin-off d'une émission qui s'appelait La Grande Jam que j'avais produite sur France 4, si tu veux. Oui. Et ce spin-off, en fait, je finissais l'émission La Grande Jam avec 50 batteurs au Trocadéro avec mon groupe, justement, Black Foxy. On reprenait un cover de Michael Jackson, donc Don't Stop to Get Enough. Et en fait, j'ai lancé comme ça, comme un cri de détresse. J'ai dit, les gars, qui veut me suivre? Parce que les réseaux sociaux à l'époque des attentats, c'était chaud, avec Zemmour derrière, tu vois. Qui attisait Eric Zemmour, ouais, c'est très compliqué, tu vois, tu vois, quand t'as un mec qui te dit que dans chaque page du Coran, on fait un appel à l'assassinat de juifs ou de chrétiens, moi je suis musulman, je suis pratiquant, j'ai lu le Coran. Il n'a pas lu le Coran, lui, à mon avis. Ou alors pas la bonne version. Lui, il a confondu le Coran et le Coran alternatif, il a dû se prendre les doigts dans la prise, je pense. C'est peut-être ça, non? Vaut mieux en rire. Mais le problème, c'est qu'il fait beaucoup de mal. Il fait du mal, bien sûr. Il fait beaucoup de mal parce que le problème, c'est qu'il y a des gens qui ne connaissent pas cette culture-là, qui est fantastique. Moi, je ne suis pas encore une fois en train de prôner quoi que ce soit au niveau de religieux. Je dis simplement qu'à un moment donné... la meilleure réponse à lui apporter, c'est la réponse que tu sais apporter. Voilà, ça veut dire que 1000 batteurs pour la paix, c'est un cri. Leur donner du crédit, c'est leur donner justement... S'occuper d'eux, c'est leur donner du crédit. Leur seul attacher de l'importance, je pense que c'est une réponse différente quand même, non? La réponse, en fait, il faut faire une réponse par le haut. Ça veut dire qu'on ne va pas commencer maintenant, nous, à commencer... D'abord, il ne faut pas rentrer dans le terrain religieux, ça ne sert à rien, parce qu'on va commencer maintenant c'est pas un terrain religieux. Ça ne sert à rien. On ne va pas rentrer dans un terrain politique. Voilà, moi, je ne sais pas faire, ce n'est pas mon métier. En revanche, le terrain culturel et musical, moi, depuis que j'ai lancé le mouvement il y a 1 an et demi, j'ai au bas mot 5 ou 6 batteurs, parce que j'ai des batteurs régulièrement qu'on recrute. On recrute 1000 batteurs, d'ailleurs, en ce moment. Donc venez sur la page Facebook 1000 batteurs pour la paix. Mais j'ai quand même 4 à 5 batteurs avec qui j'ai eu des discussions, qui m'ont avoué qu'ils venaient du Front National, qui m'ont avoué qu'ils avaient des idées un petit peu noires, voire extrémistes, tu vois, et qui m'ont dit que 1000 batteurs pour la paix leur a complètement... Enfin, le fait que moi, en plus, avec mes origines, etc., je porte un truc comme ça, voilà, ça les a rassurés d'une certaine manière, tu vois. Donc je préfère, moi, rassurer s'il y a des gens qui ont besoin d'être rassurés, pour leur dire, hey, moi, je vais en paix. Salam alaikum, en arabe, salam alaikum, ça veut dire que la paix soit sur toi. On est d'accord. Donc, si tu veux, je ne suis pas en train de faire autre chose que de jouer mon rôle d'artiste. Ça veut dire qu'il y a une chronique en ce moment à écrire. Voilà, on est une génération aujourd'hui, on a un lourd fardeau. On sent bien que c'est électrique en ce moment, que c'est compliqué, et qu'il faut absolument, impérativement œuvrer maintenant à une réflexion sur la paix. Et la paix, il n'y a absolument rien dessus.
Je mets au défi quiconque, c'est un appel que je fais. Je recherche aujourd'hui des documents, des documentaires, des bouquins sur la paix. Voilà. Et clairement, moi aujourd'hui, voilà, il y a très très peu de choses. Voilà, il y a Kant qui en a parlé un petit peu, il y a Rousseau qui en a parlé un petit peu, il y a Carrère, je crois, un auteur là qui a écrit un bouquin sur la paix. On a un bouquin de Tolstoï qui s'appelle Guerre et paix, mais sinon on a que dalle quoi. Voilà. C'est intéressant parce que vous disiez juste avant que vous étiez pas très doué à l'école, etc. Et vous avez, par votre activité musicale, fait des recherches et vous citez des gens, vous êtes bien documenté, vous citez quand même des gens qui ne sont pas du tout venants. Hein, c'est pas Zadig et Voltaire de Nicolas Sarkozy, si je le suis. Non mais vous avez qu'on salue d'ailleurs. Vous êtes référencé, vous êtes documenté sur les grands écrivains, les grands penseurs de notre époque, pour justement accompagner votre projet. Bah, en fait, j'ai un profil aussi qui me permet d'avoir un peu de profondeur sur le discours parce que le théâtre, j'ai fait beaucoup de théâtre, j'ai eu la chance d'avoir de bons metteurs en scène, donc je fais un clin d'œil à Brigitte Mounier d'ailleurs, qui m'a donné mon premier contrat professionnel à l'époque, donc il y a 20 ans, hein. Mais le théâtre te force à lire. Voilà, c'est une activité qui est incroyable, qui devrait être obligatoire. Ça permet de s'accaparer la langue, ça permet de tomber amoureux de la langue française d'une part, parce qu'elle est extrêmement riche, extrêmement belle. Elle attise une curiosité, et cette curiosité fait que du coup, tout le déficit et les carences qu'on a pu avoir si on était mauvais à l'école, nous transforme en bon autodidacte. Donc moi, c'est plus ça en réalité mon parcours, avec toute humilité. Hein, je ne suis pas en train de dire que je suis un grand penseur. Mais par contre, c'est clair que je connais quelques classiques. Voilà. Vous avez le droit de penser autant que les autres, hein, je vous rassure. Merci. Surtout dans notre émission. Si vous me l'autorisez, merci beaucoup. Non, mais, parce que c'est vrai que les gens, c'est Coluche qui avait sorti ça, ceux qui sont autorisés à penser. Il y a des gens qui sont autorisés, et d'ailleurs on le voit bien dans le débat que vous avez soulevé, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui effectivement assènent des mensonges, les médias en font des vérités, et des gens qui essayent de poser la vérité et deviennent dans la suspicion. C'est-à-dire qu'on est dans c'est-à-dire qu'il y a des gens qui seraient autorisés à porter une parole et d'autres qui ne le seraient pas. Complètement. Et si on est basané et un peu bronzé, on a un peu plus de mal à être autorisé, quoi. C'est ça ? Bah, moi, j'ai même plus envie de rentrer dans ce débat de basané, pas basané. Aujourd'hui, moi, je crois que j'ai eu la chance de beaucoup voyager en France ces dernières années. On dit que la France est un pays raciste, blablabla. Bon. Je dis pas qu'il n'y a pas de discrimination, il y en a évidemment à l'emploi, hein, appartement, etc. Ça, voilà, malheureusement, c'est même l'INSEE qui le dit. Oui. Voilà, c'est l'INSEE qui le dit, on ne va pas commencer à débattre là-dessus. En revanche, moi je fais une distinction entre ça et le peuple, et les gens. Et j'ai eu la chance quand même d'aller dans des petits patelins, dans la ruralité, même dans le sud, etc. Et j'ai toujours eu un accueil extraordinaire. J'ai jamais senti ou ressenti que j'étais un étranger ou que. Donc je pense qu'en réalité, c'est toujours une question. Le peuple, les peuples, je parle du peuple, mais en fait, les peuples. Mais moi, j'ai plein de potes qui sont même français, entre guillemets, de souche, qui vont en Algérie ou au Maroc, qui reviennent, ils hallucinent, ils disent, mais c'est une tuerie. Et nous, on connaît aussi, on sait que là-bas, des fois... Vous êtes en train de dire que c'est la méconnaissance de l'autre, en réalité. Méconnaissance de l'autre, et surtout... Et le repli identitaire, le fait de ne pas dialoguer aussi. Ça, c'est super... Ou alors de vouloir dialoguer qu'avec des gens qui pensent comme vous. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui veulent dialoguer, mais avec des gens qui pensent comme eux. On ne dialogue pas avec les gens qui pensent comme nous. Il faut dialoguer. Du coup, là, c'est la fin du débat. Dialoguer, si on veut avoir le débat. Et en réalité, il ne faut pas avoir peur aussi d'avoir des idées contradictoires. Et ensuite, le dernier truc, c'est que pour moi, 1000 batteurs pour la paix, c'est un projet en réalité qui se situe au-delà de tous ces clivages qui peuvent exister sur l'économique, le politique ou même le religieux. La spiritualité, je mets vraiment ça de côté parce que pour moi, c'est très beau. Pour moi, 1000 batteurs pour la paix, c'est un projet sur du moyen, voire du long terme. L'idée, c'est de créer une fondation pour la paix, pour faire de l'accès à la culture dans les quartiers défavorisés, les quartiers pauvres. Et de l'autre côté, on va créer une chaîne YouTube et on va faire de la pédagogie autour de la paix, du savoir-être, autour de la culture et de la musique, quoi. J'ai vu que vous avez été copié, non, un peu. Non, vous n'avez pas été copié ou spolié, je ne sais pas le terme utilisé. Ouais, ça fait mal. Alors, je suis sûr que ça fait mal. Surtout quand on est passionné comme vous. Non, ça fait pas mal. Parce que ce qu'on voit depuis tout à l'heure, c'est quand même, on a quand même affaire à quelqu'un de passionné. T'es passionné par ce que tu fais. Je suis un peu naïf. Voilà, je suis un peu naïf. Je me suis un peu trop confié récemment à des gens qui se sont fait passer pour batteurs. J'ai même pas envie d'en parler tellement c'est des gens sans scrupules, quoi. Mais en gros, pour faire simple, pour les citer, ils ont fait un truc qui s'appelle le défi 1000 batteurs en folie. Ça se passe dans le sud. Donc un certain Damien Hervé qui m'a contacté, etc. Il aurait eu l'idée en même temps que moi. Je dis, moi l'idée, je l'ai eu en 2013, je l'ai déposée, j'ai même été primé par France Télé. Oui. J'ai été lauréat, hein, donc voilà déjà. Et, moi, c'est une marque déposée, c'est une marque des 1000 batteurs pour la paix, c'est une marque déposée à l'INPI. J'ai déposé, enfin voilà. Donc bon, moi j'ai pas envie d'épiloguer là-dessus.
Quelque part, si mon idée est plagiée, ça veut dire que c'est une bonne idée. C'est ce que j'allais vous dire. Au contraire, vous devez féliciter voilà. quand on est plagié. Mais le problème, c'est... Ce que je lui reproche simplement, c'est que nous, on fait ça pour la paix, il n'y a pas de dimension mercantile, et que lui fait payer les batteurs, quoi. Voilà, il fait payer tous les batteurs déjà, donc il y a de l'argent derrière, il y a une dimension économique. Ça trahit complètement tout ce pourquoi on s'est battu depuis 2 ans, si tu veux. Voilà. Mais vous avez réussi à faire venir des grands batteurs. Donnez-moi quelques noms de grands batteurs. Bon, on a Manu Katché qui parraine, on a André Seccarelli. Alors, Manu Katché, c'est intéressant parce que c'est quelqu'un qui est toujours engagé. Chaque fois qu'on l'appelle, il est... C'est un mec extraordinaire. Manu, hein, c'est quelqu'un... c'est vrai, si tu les vraiment écoutes... très belle personne. Ouais, c'est vrai qu'il est toujours prêt à se mobiliser, Manu, non? Très humble, très belle personne, immense batteur évidemment, carrière incroyable. Voilà, j'ai vraiment passé 2 heures avec lui pour le tournage du spot. Tu sais, on a fait un spot promotionnel. Mes amis, donc 1000 batteurs pour la paix. Facebook, voilà, pour les commémorations des attentats l'année dernière, hein, il a vraiment joué le jeu à fond. Et c'est quelqu'un de... Voilà, c'est vraiment une très belle rencontre, au même titre que d'autres batteurs comme Denis Barthes, le batteur de Noir Désir. Il y a une dizaine de batteurs, Joseph Chédid, le frère de Mathieu Chédid, qui aussi nous a accueillis chez lui. C'est marrant parce que les Chédid, c'est quand même une grande famille de musiciens. Super famille, déjà très talentueux, et puis humble, hein, voilà, super humble. Et le père le père, voilà, super. Ouais. Et puis sa grand-mère, je crois, André Chédid aussi, qui est écrivain. Qui est écrivaine, oui. Voilà. Et qui sont mes voisins. Ah ouais? Oui. Ah d'accord, ok. Je savais pas. D'accord, ok. Non mais c'est marrant parce que c'est vrai que vous avez pu donc rencontrer tous les plus grands batteurs. Et c'est pas fini parce que là, la semaine prochaine, on rencontre normalement le batteur de Bruno Mars. Jeudi prochain, j'ai le batteur d'Ariana Grande, donc Aaron Spears, qui est un immense batteur qui joue aussi avec Usher, mais là avec les récents attentats à Manchester, donc ça va donner une tonalité particulière de l'avoir comme parrain. J'ai, grâce à Jamila Alua de Cadence, la manager en France de Fred Wesley, donc le tromboniste de James Brown, avec les GBs, donc qui sont de ta génération. Donc parraine 1000 batteurs pour la paix. Je suis plus jeune, j'ai 20 ans, j'ai pas de chaud, mais avec des poussières, arrête de dire la chanson, ça va. Mais il y a beaucoup de jeunes qui rêveraient de vivre cette époque, parce que James Brown c'était le king. Mais Fred Wesley, donc, qui a fait une vidéo, il dit I'm beat for peace, donc qui vraiment soutient et parraine le projet aussi. David Hallyday. Voilà, qui pareil parce que les gens ne savent pas que David Hallyday c'est un batteur à l'origine. C'est un super batteur, un mec extrêmement d'une gentillesse incroyable aussi, d'une humilité folle, très drôle d'ailleurs, David Hallyday. Enfin, tu sens quand même que c'est un. C'est vrai que les gens ne les connaissent pas. C'est vrai que quand les gens voient comme ça. Il y a l'image papier glacé, puis en réalité, il y a la réalité de la personne, quoi. Et un peu comme Manu Katché, quoi. Exactement. Et le but du jeu, c'est de faire des rencontres improbables dans 1000 batteurs pour la paix, grâce à cette fondation d'une part, mais aussi grâce à cette chaîne YouTube, et puis ensuite à l'émission télé qui aura lieu d'ici quelques mois. Cette émission, donc, c'est de mettre 1000 batteurs face à une grande scène et que cette émission, les 1000 batteurs avec des artistes internationaux reprennent une trentaine de morceaux et c'est diffusé au niveau international. Donc le truc, c'est que là déjà en plus on a pas mal de villes du monde qui m'ont contacté, donc Tunis, Taïwan, Bogota. Il y aura vraiment 1000 batteurs sur scène? Non, pas sur scène, eux ils seront face à la scène. Voilà, c'est ça. Donc c'est pour ça qu'il nous faut le Champ de Mars. Alors c'est un appel que je fais à Madame Hidalgo. Voilà, Monsieur Julliard. Anne Hidalgo et voilà. Si vous nous écoutez, et franchement, ce projet est un projet intéressant, donnez-leur le Champ de Mars. Voilà. C'est pas pour tout de suite, je vous rassure, et le dossier est en cours d'instruction, donc on croise les doigts, mais en tout cas, on a un super accueil même dans les chaînes de télé. Actuellement, et puis on a surtout des partenaires que je veux citer comme le Drumming Lab avec Fred Rimbert, on a le Wiki Drummer avec Gérald Massoubre qui est le plus grand festival de batteurs en France, qui réunit là cette année ils ont réuni par exemple le batteur de Madonna, de Usher, des Snarky Puppies, enfin Julien Tekeyan qui était là, qui est le batteur de Khaled, qui est un fantastique batteur qui m'a accueilli, qui parraine, enfin qui est un mec extrêmement généreux. On a vraiment des batteurs qui nous ont rejoints comme Thomas Bellon, le batteur de Kassav, qui joue avec Kassav, ou Youssoufa, Stéphane Atus qui est le batteur de Tal ou de Oxpo Puccino. Enfin bref, on a vraiment beaucoup de batteurs. Et puis les femmes batteurs, on a Christiane Prince, la sœur de Marco Prince des FFF. J'allais justement. Voilà, il y en a pas mal. Sweeney, voilà. C'est pas les 3 F, hein, c'est pas le logement social, c'est de la funky aussi. Celui qui connaît pas FFF, je l'invite vraiment à aller les voir. C'était énorme, je pense. Moi, les 2 premiers albums des FFF. Je pense que c'est le plus grand groupe français en funk, je crois. En funk, c'est clair. Après, ils ont tourné même dans la fusion, le rock. Enfin, c'est des gens très. Ils ont fusionné après, mais au départ, c'est des super zikos déjà. Chris Wood, batteur, Yarol. Moi, j'étais ado quand je les ai découverts, mais c'était aujourd'hui que ces mecs-là aujourd'hui soutiennent le projet, c'est juste extraordinaire, quoi. Voilà. Et
je peux, justement, c'est bien que vous n'ayez pas des femmes, parce que j'allais en parler. Je pense que c'est important aussi de montrer que les femmes sont aussi de très bons batteurs. Il y a des batteuses, bien sûr, des battantes. Des batteuses, parce qu'il faut féminiser les termes. Et moi, je voudrais vous poser une question, alors, un peu indirecte. Si je vous disais, pour vous, quels sont les batteurs qui ont marqué votre enfance, ou qui vous marquent le plus? Et pour moi? Oui, pour vous. On est d'accord, je précise. Parce que si vous n'allez pas vous fâcher avec tous les Non, mais billes. alors les batteurs, c'est comme les motards. Hein. Il y a une mentalité incroyable. C'est vraiment une solidarité incroyable. Donc déjà, il n'y a pas d'ego. Il y a très très peu d'ego chez les batteurs. C'est parce qu'en plus, c'est un instrument qui n'est pas mis en avant. Qui n'est pas mis en avant. On est derrière. Donc ça forge déjà le caractère. Et en réalité, il y a pas, ils ne seront pas vexés. Moi, les batteurs vraiment qui m'ont marqué, bon, évidemment, Manu Katché, il fait partie de ces batteurs-là. Voilà, très très honnêtement. Il a une frappe incroyable. Enfin, moi, j'ai toujours été fan de son jeu. J'ai un souvenir comme ça au bateau-feu à Dunkerque où il était avec Michel Petrucciani, Yann Garbarek et je crois que c'est Pino Palatino qui était à la basse et Richard Galliano à l'accordéon. Et j'avais 16 ans, je crois, et j'ai eu la chance de participer aux balances, de regarder, j'étais rentré en cachette, et voilà, j'avais volé comme ça ces moments-là, la vedette des batteurs, c'est souvent pendant les balances. C'est là où on découvre vraiment les batteurs. Les mecs qui se lâchent, évidemment. Voilà, c'est là où on découvre le batteur. Les balances, c'est, en fin de compte, les balances, c'est pour les batteurs, et le concert, c'est pour il faudrait faire un concert de balances. Voilà, c'est ça, des balances publiques. Voilà. Ce serait bien ça, parce que c'est comme ça le batteur il est content et puis toujours pendant les balances que le batteur se lâche. Après ça dépend les formations. Alors, voilà. Donc moi, je vous ai pas donc il y a Manu Katché, mais qui sont les grands batteurs qui vous ont marqué? Parce qu'il y en a qui ont mis la batterie à l'honneur dans les grands. Non mais on parle de FFF, Krichou, ça fait partie clairement de ces batteurs là. Chez les Américains. Alors chez les Américains, il y en a énormément. Alors déjà moi, avant de parler des Américains et des Anglais, moi je vais d'abord parler d'un mec comme Mokhtar Samba, qui est sénégalais marocain, qui est juste un immense batteur qui m'a influencé. C'est énorme. Il y a évidemment des mecs comme Karim Ziad qui est un batteur extraordinaire. Il y a après chez les Français, je veux quand même rester, il y a des mecs comme Christian Vander de Magma qui est un immense batteur, voilà. Il a mis la batterie en avant d'ailleurs. Moi j'ai découvert sur le tard grâce à Klaus Blaskis qui est un ami que j'ai la chance d'avoir comme ami qui est le chanteur de Black Foxy aussi et qui était le chanteur de Magma aussi, mais Christian Vander, voilà, ça fait partie aussi de ses influences. Après bon, chez les Américains évidemment on va parler de Buddy Rich, on va parler de Donny Chambers, on va parler de là comme ça, Omar Hakim, voilà, le batteur de Chic, qui a joué avec Sting, voilà, c'est des batteurs mythiques, voilà. Le fric c'est Chic. Alors attention, chez les Américains, fric c'est F-R-E-A-K, tu sais l'histoire de ça vient, c'est la discrimination, parce qu'ils ont été discriminés pour une boîte de nuit. Voilà, dans une boîte de nuit, donc ils ont créé le fric. Et pour les Français, ils ont pensé qu'ils parlaient d'argent, donc les mecs ont aimé. Neil Rogers était dans la même dynamique que moi, ça veut dire pression, expression, mais positive, voilà, pas une chanson. C'est pour ça que je voulais finir là-dessus, parce que je me suis dit, est-ce qu'en discutant, il va finir à tomber sur le fric, c'est Chic, en citant le batteur de Chic, et donc d'expliquer que lui aussi, il a voulu répondre à les discriminations en inversant un peu... En réalité, les discriminations, elles sont maintenant aujourd'hui, pour moi, à mon sens, dans tous les sens. Ça veut dire que j'ai des potes qui sont handicapés, ils ont des vrais soucis. Vraiment, mais incroyable, c'est incroyable le sacerdoce d'une personne qui a un handicap. Les personnes âgées, aujourd'hui, moi, je veux dire, je connais des gens aujourd'hui qui ont travaillé 44 ans à l'usine, qui vivent en dessous du seuil de pauvreté. Donc c'est discriminant. Je veux dire, quand les gens ont foutu leur santé en l'air, voilà, ça c'est une vraie discrimination. Les jeunes, c'est pareil. Voilà, en réalité, la discrimination, elle touche presque tout le monde, à partir du moment où on est en dessous d'un certain niveau de salaire. Ensuite, évidemment, il y a une catégorisation, une communautarisation qui pour moi est dangereuse. Et là je fais vraiment un appel aux médias à calmer le jeu, vraiment d'arrêter, vraiment d'inviter certaines personnes qui mettent de l'huile sur le feu, d'essayer de voir ce qui nous rassemble et pas de voir ce qui nous divise. Écoutez, ce sera le mot de la fin, voir ce qui nous rassemble et pas ce qui nous divise. En tous les cas, j'espère que vous avez pris comme moi autant de plaisir. Je crois que cette émission, c'est un peu la vôtre, c'est la nôtre, c'est celle de tout le monde. Et franchement, d'avoir des gens passionnés comme ça, vous voyez, c'est des portraits qu'on voit peu. Et c'est le but de cette émission. Et moi, j'ai pris un grand plaisir. Merci ça beaucoup. passe trop vite. Super. Merci Khalid d'avoir accepté. Merci à vous de nous. donner cette tribune, c'est super important. Et c'est vraiment important de montrer, j'espère comme moi, vous avez pris du plaisir à découvrir des gens qui ont des passions. Et des passions qu'ils veulent faire partager, des gens qui se battent pour faire vivre l'espoir dans ce pays. Eh bien, j'espère que vous apprécierez et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine avec un nouvel invité. Et c'est toujours aussi passionnant, mais c'est une émission qui passe trop vite parce qu'effectivement, on prend plaisir à la faire. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Et je crois que Khalid veut dire un dernier mot peut-être pour le Oui, un dernier mot un peu. Voilà, je veux simplement dire qu'aujourd'hui, 1000 batteurs pour la paix, voilà, on recrute des bénévoles. N'hésitez pas à venir sur notre site, donc c'est www.1000batteurpourlapaix.fr.
.net. Pas .com, .net, c'est très important. Contactez-nous, on recrute aujourd'hui des community managers, des chargés de développement. Voilà, le mouvement est en train de grandir, il a une dimension internationale. Et pour finir, voilà un petit coucou à ma famille, à Dunkerque, à Grande-Sainte, à mon père, à ma mère et à tous mes frères et sœurs. Voilà. Merci, Voilà. merci à vous. Et ben, vous voyez, c'est une émission Bon Ramadan. Bon Ramadan, ça pas académique. Alors, bonsoir à toutes et à tous. Et à vendredi prochain, toujours sur Beurre FM TV à 20h.